Bonjour à Gorom Gorom, bonjour à Diapaga, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité pour le décryptage de ce mardi. Et nous parlons aujourd'hui d'un grand homme et de sa vision pour le panafricanisme et pour la sécurité en Afrique. Cela fait 37 ans, jour pour jour, que Cheikh Anta Diop, émérite anthropologue et historien sénégalais, nous a quittés et son œuvre, de même que ses travaux, reste actuelle. Pour lui rendre hommage, Génération Cheikh Anta Diop et ses partenaires organisent une série d'activités avec un regard particulier sur la sécurité, notre actuel plus grand défi commun. Pour en parler, le tribunal de l'actualité reçoit Abdoulaye Diallo, secrétaire général de Génération Cheikh Anta Diop. Bonjour Monsieur Diallo, merci d'honorer notre convocation. Mais c'est avec plaisir que je réponds à la convocation du tribunal. Alors, deux des juges de ce tribunal siègent pour l'audience d'aujourd'hui. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Tomogui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomondi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour, chers juges. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le prétoire de la télé interactive True TV et de la radio 100% urbaine Watt FM pour la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette 6e semaine de l'année 2023. Et vous l'attendiez tous, je convoque en tout premier lieu les avant-propos des juges. Avant-propos des juges et on commence avec vous, Bernard. Merci, président. Mon avant-propos va concerner le vieux acrobate de Koudougou. Ça a été à l'origine d'un reportage sur la télévision nationale. Après, il y a eu beaucoup de polémiques. Le reportage a même été retiré. Et puis bon, voilà. Donc, et après cela, ce vieux, il a combien? 72 ans. Donc, il est à Koudougou. Rasmani Ouedraogo, appelé Rastafou. Donc, il parade vraiment avec sa Kamiko. Bon, d'ailleurs, la Kamiko, il y a une certaine génération qui... ça va c'est que c'est voilà, donc qui parade vraiment avec sa Kamiko et ce qu'il fait c'est extraordinaire en termes d'acrobatie sur la voie publique. Donc il y a des associations qui se sont organisées pour trouver un kit un kit pour le vieux comme il appelle. Et donc c'est un ensemble avec tout ce qu'il va comme accoutrement en la matière. Donc c'est un kit de protection. Donc c'est une initiative effectivement qu'il faut saluer, qu'il faut louer. C'est vrai que le reportage est intervenu à un moment donné où effectivement dans les grandes artères de la ville de Ouagadougou et même dans d'autres villes du Burkina, les jeunes paradent et font des acrobaties avec les motos. Même au quartier, vous voyez souvent des jeunes qui passent effectivement qui font ces acrobaties. Au début, un jeune avait dit: est-ce qu'il ne serait pas mieux d'organiser tout cela pour créer des émules? Je ne sais pas. Parce que quand vous regardez le record Guinness, vous avez parfois des acrobaties vertigineuses, mais qui intègrent les records Guinness. Et nous avons le plaisir et le loisir d'aller regarder. Alors ici, il y en a qui ont cette passion. Le vieux, il a 72 ans, il est toujours sur ses acrobaties. Est-ce qu'on ne pouvait pas exploiter ça au mieux pour en faire des champions dans une certaine catégorie? Ça va demander un investissement, ça va aussi demander de l'encadrement. Bon, on ne le fait pas, il y en a qui s'en sortent parfois avec des fractures, on s'en plaint, mais ils continuent. Le problème, c'est que vous pensez que ce n'est que l'enfant de l'autre ou le petit frère de l'autre. Vous ne savez même pas souvent que celui qui est assis au salon calmement là, en fait, c'est son boulot dehors. C'est ça aussi la vérité. Donc il y a des enfants, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils sont capables aussi de faire dehors. Est-ce qu'on a réfléchi également à comment est-ce qu'on encadre tout ça, toute cette énergie-là, comment est-ce qu'on la canalise de façon positive pour en faire, je dis bien, des champions? C'est la question que je me pose. Donc déjà, je félicite ces associations qui sont allées donner le kit aux vieux. Beaucoup de courage effectivement aux vieux, parce que c'est sa passion vraiment. Donc aussi à 72 ans, c'est aujourd'hui qu'il reçoit un kit de ses petits-fils. Ça veut dire aussi que il y a eu des gens qui ont regardé autrement ce que le vieux fait et qui ont essayé de le soutenir en lui donnant du matériel de protection. C'est ce qu'on appelle, de mon point de vue, encouragement ou résilience selon. Voilà, c'est ce que je avais comme avant-propos. C'est un encouragement aux vieilles acrobates de Koudougou et il faut encourager les initiatives et puis ça lui fera plaisir de pouvoir continuer et de faire plaisir au Burkina et aux Burkinabés qui en ont bien besoin en ces temps de morosité. Alors, Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la question de la
réinhumation des restes de l'ancien président Thomas Sankara et de ses compagnons d'infortune. On voit que ça se tiraille, en tout cas au regard des communiqués que nous avons. On avait pensé que tout était aplani, notamment avec le communiqué du porte-parole du gouvernement qui faisait savoir que c'était l'ex-conseil de l'entente qui avait été retenu, et on sait qu'il y a un gros projet sur ce site-là, toujours en mémoire à Thomas Sankara, parce qu'on nous disait que la rencontre avait été organisée et élargie aussi à la famille, et donc un consensus s'en était dégagé. C'est vrai qu'on se rappelait aussi que quelques semaines avant, les familles avaient demandé aussi que cela se fasse sur une autre place, au Ouaga 2000 que tout le monde connaît, monument des martyrs, comme on l'appelle communément. Mais on apprend encore qu'il se pourrait que la famille ne soit pas là. Bon, parce que sa façon de voir les choses n'a pas été forcément entendue. C'est dommage. Moi, je ne vais pas émettre de jugement ici. Non, c'est un peu dommage parce que je pense que ça devrait être un moment beaucoup plus rassembleur. Et j'espère, et c'est vraiment ce par quoi je vais terminer, j'espère que les bords seront arrondis et que d'une façon ou d'une autre, il y ait un juste milieu qui soit trouvé, en tout cas que les uns ou les autres revoient, mais que cette réinhumation-là soit le moment d'une vraie solidarité et que la famille aussi soit présente. Parce que, quoi qu'on dise, Thomas Sankara aussi n'appartient plus seulement qu'à sa famille. C'est un ancien chef d'État, c'est quelqu'un qui a une autre dimension, ça il faut le dire. Et donc, il faut peut-être qu'on puisse ensemble trouver quelque chose qui soit un juste milieu. Parce que ça serait dommage que celui qui a été rassemblé toute sa vie et qui a mené ce fort combat-là se retrouve au moment de l'honneur fait, pas avec sa famille et dans un moment de clivage. Je pense que ça ne va pas être bon. Et c'est vraiment cet appel-là, et c'est ce que je souhaite, et que les bords soient arrondis et que un juste milieu soit trouvé. Il y a encore en tout cas nécessité à rassembler les gens autour de la dépouille de Thomas Sankara. Et espérons que d'ici à là, on trouvera la bonne formule pour apaiser les cœurs et pour faire de ce grand moment un moment de solidarité et de reconquête, un moment de renouveau, un moment de rappel, un moment de souvenir, un moment d'union. Bonjour à toutes, bonjour à tous à nouveau. C'était l'acte 1 de la présente audience du tribunal de l'actualité. La séquence avant-propos des juges cède maintenant la place à quelques questions de généralité. Ce sont des questions adressées à notre convoqué du jour, Abdoulaye Diallo. Il est secrétaire général de Génération Cheikh Anta Diop. On commence toujours par vous, Bernard Bougmont. Ok, merci. C'est avec le même plaisir. Donc j'ai deux questions d'avant-propos. Le premier avant-propos va commencer d'ailleurs par généralité, pardon. Ok, donc en fait j'avais deux avant-propos. C'est compte tenu du temps et qu'on a vu les vidéos que j'ai. Donc il y a deux. C'est resté dans un coin de la tête, voilà. Donc ma première question de généralité, donc c'est deux questions de généralité. La première va commencer par l'avant-propos du juge. On vous s'est engagé dans la justice pour Thomas Sankara, pour tout ce qui se passe autour de Thomas Sankara, le mémorial et tout. Vous êtes engagé sur ce front-là depuis belle lurette avec suffisamment de conviction et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, quand vous entendez, vous suivez le communiqué du gouvernement qui annonce le lieu de l'inhumation, la réinhumation, et après il y a ce son de la famille qui sort, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, moi aussi j'ai peut-être un avant-propos avant de répondre à votre question de généralité. Ok, parfait. Nous sommes le 7 février, nous rendons hommage à Cheikh Anta Diop. Je ne peux pas commencer cette émission sans avoir une pensée pieuse pour quelqu'un que je peux aussi qualifier de mon maître, Osiris Savadogo, qui n'est plus avec nous, avec qui on a fondé la génération Cheikh Anta Diop en 1993. Quelqu'un qui a été pour beaucoup dans ma vie, ma rencontre avec Osiris à l'université a changé la trajectoire de ma vie, m'a mené sur la voie de Cheikh Anta Diop. Donc je voulais d'abord rendre hommage, avoir une pensée pieuse, et je sais que là où il est, il doit être heureux et il doit veiller sur nous, et qu'il continue d'être apaisé. Voilà ce que je voulais dire en avant-propos. Maintenant, sur votre question de généralité, moi je peux dire oui, c'est vrai que je suis assez impliqué dans le projet mémorial depuis le début. Je fais partie des personnes ressources qui participent à toutes les rencontres. J'ai même facilité les premières rencontres avec Rawlings.
Ça fend le cœur de voir que jusque-là, un consensus n'a pas été trouvé, ou que la famille ne s'est pas encore mis d'accord sur le lieu, qui pour beaucoup de personnes est évident, puisque le projet mémorial intègre d'ailleurs aussi la prise en compte des restes de Sankara. Je me souviens d'ailleurs, la première fois que Rawlings visitait le Conseil de l'Entente, j'étais pas très loin de lui, et il disait « I can feel him », c'est-à-dire je peux le sentir. Il avait la conviction qu'on le sent, quoi. Voilà. Et beaucoup de gens sentent ça. Maintenant, on est obligé aussi de tenir compte du sentiment aussi de la famille. Il faut trouver un juste milieu. Je ne peux que dire comme Geoffroy, à un moment donné, il faut trouver une convergence. Sinon, c'est l'État qui va trancher en dernier lieu. Parce que Thomas Sankara, c'est un chef d'État, avant tout. Il a été président du Burkina. C'est le Burkinabé le plus célèbre, le plus connu, qui a mené une des vies les plus utiles pour son pays, pour l'Afrique et pour l'humanité. Je pense qu'à un moment donné, c'est l'État qui va trancher, peut-être. Mais il aurait fallu quand même que tout ça soit fait dans une convergence mutuelle. Pour moi, c'est ce qu'on souhaite. Peut-être qu'il faut continuer les discussions. Peut-être que les membres de la famille ne sentent pas les choses de la même manière que tous les autres. Moi, personnellement, et d'ailleurs c'est une tradition africaine, on refait la vie à partir de où vous l'avez perdu. Parce que c'est une seconde vie de Sankara, le mémorial. Donc c'est symbolique. Moi, pour tous les Africains qui s'intéressent à l'histoire symbolique de l'Afrique, c'est des actes forts comme ça. On renaît. La renaissance à partir des centres ou à partir du lieu où on a perdu la vie brutalement. Vous voyez que même dans les accidents, quand vous perdez la vie d'une manière brutale, on ne vous enterre pas ailleurs que dans le lieu où vous avez perdu cette vie de manière brutale. Peut-être qu'il faut que tous ces éléments entrent en ligne de compte, mais je dis aussi, oui, Sankara a une famille digne, une famille qui est restée digne. Il faut tenir compte aussi de son avis. Et il faut trouver une zone de convergence, à défaut que l'État s'assume. C'est tout ce que je peux dire. À défaut que l'État s'assume, oui. Donc, deuxième question de généralité, Ménès, Nanepta, le regretté Osiris, ce sont les noms que les chèques-catalogues portent, les noms de la mythologie égyptienne. D'où est venu ce choix des noms des chèques-catalogues, de porter les noms des pharaons égyptiens? En fait, c'est parti. Parce que Ménès, c'est vous, hein? Oui, moi, c'est Ménès. Ménès, voilà. Ménès, c'est vous. Ménès, c'est moi. Nanepta, c'est Nufuzugumore. Voilà. Voilà. C'est mes condisciples, donc, la génération qui m'ont donné ce nom. D'ailleurs, Osiris, c'est le premier. Oui. Parce qu'ils estiment que je suis assez fédérateur. Et Ménès, c'est le premier pharaon de l'histoire. C'est celui qui a uni la haute et la basse Égypte. Vous voyez, je suis en train de vous expliquer l'histoire, une histoire importante. Le premier État fédéral de l'humanité a été l'œuvre du pharaon Ménès, qui a uni la haute et la basse Égypte. Donc, vous voyez, le fait de donner le nom, on pose la question et on raconte l'histoire qui n'est pas connue de tous les Africains. C'est devenu donc un non-programme pour nous. Nous avons pris tous ces noms parce que pour nous, c'était une manière de continuer à éduquer sur l'histoire de l'Afrique. Que les gens sachent que l'Égypte pharaonique, c'est l'histoire de l'Afrique. Voilà, la plus brillante civilisation que l'humanité ait jamais produite est l'œuvre d'Africains. Donc on a pris ces noms pour avoir l'occasion chaque fois de rappeler. Moi, tous mes enfants aussi portent des noms égyptiens. Ah oui. Mais vous ne pouvez pas savoir à l'époque, quand on animait l'émission Mahatim, le nombre de noms égyptiens qu'on a donnés aux gens, c'est énorme. Beaucoup de couples, dès qu'ils ont un bébé, ils nous appellent, on veut un nom égyptien. Et on donne avec l'explication. C'est quel pharaon, qu'est-ce qu'il a fait d'aussi extraordinaire. Donc c'est des non-programmes, c'est une manière pour nous de rappeler que l'Égypte, c'est notre antiquité et qu'il y a une nécessité de se connecter à cette Égypte antique-là. Voilà pourquoi on a tous des noms, Amenophis, Menepta, voilà, et Osiris, Isis, Nefertiti, tous ces noms sont des noms effectivement de membres
de la génération Cheikh Anta Diop. Et voilà qui nous reconnecte à notre histoire et aussi à notre continent, à nos réalités. Et c'était aussi l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Oui, Geoffroy Vara, une question de généralité. Bon, comment est dans la généralité? Quand on dit Diallo Mendes, c'est plusieurs casquettes. Jazz Awaga, c'est un film. Là, on est en train de parler d'une autre vie qui est la vôtre. Comment on s'est réparti dans tout ça? En fait, c'est des casquettes qui sont superposées, donc ce n'est pas des casquettes qui dispersent. C'est un ensemble. Cheikh Anta Diop, moi j'ai connu Cheikh Anta Diop dès la première année d'université. Okay. À l'issue d'un débat sur l'origine des Peuls. Voilà, on donnait une origine étrangère et moi je dis comme ça, avec ma fougue. Je venais de Côte d'Ivoire, ma fougue militant de la FESI, ouais, un peu, avec ma fougue, j'ai dit non, ce que je sais, dans le langage nouchi que vous devez connaître, je sais que ceux-là c'est des Africains, point barre. Et Osiris qui était dans la salle m'a dit écoute, moi j'ai un livre, je vais photocopier la page où on parle de l'origine des Peuls, tu vas comprendre. J'ai dit non, c'est qui d'abord ton auteur? Il me dit Cheikh Anta Diop, un Sénégalais. J'ai dit en plus c'est un Sénégalais quoi. J'ai dit donne-moi le livre, je vais lire pour sous-peser, voir ton auteur là, s'il vaut la peine, avant de considérer la partie où il parle des Peuls. C'est comme ça qu'Osiris m'a donné non seulement l'unité culturelle de l'Afrique noire, mais aussi Nation Nègre. Et ça a été foudroyant pour moi de tomber sur cette littérature. Donc, c'est ça qui guide ma vie. C'est dans la génération Cheikh Anta Diop que j'ai connu Norbert Zongo. C'est Osiris qui m'a introduit à Norbert Zongo. Et on a commencé nos activités. Norbert Zongo était très impressionné par le travail qu'on faisait, de voir des jeunes dont la seule préoccupation c'est la recherche de la connaissance et du savoir. Et Norbert Zongo quittait souvent son ranch plus tôt que prévu et il venait participer à nos rencontres, ce qu'on appelait Sankoré, en hommage à l'université Sankoré du Mali. Tous les dimanches soirs, on se retrouvait pour des débats de savoir. Et Norbert Zongo venait. C'est comme ça que j'ai connu Norbert Zongo, que nos relations se sont renforcées. Et quand il y avait le projet Centre de presse, j'ai été recruté au Centre de presse. Le Jazz Awaga, j'ai fait un exposé en étant en histoire. Évidemment, avec la vision diopienne, c'était un exposé différent. Je suis allé rechercher sur l'histoire du jazz. J'ai aimé l'histoire du jazz parce que c'est une musique de combat, c'est une musique de lutte contre l'esclavage. Et j'ai découvert qu'il y a un festival ici qui s'appelle Jazz Awaga. Je vais participer comme bénévole et j'ai fait mon parcours jusqu'à devenir dirigeant de ce festival. Donc vous voyez que c'est des casquettes qui s'empilent. Ensuite, Norbert Zongo est assassiné. Et je sens la nécessité de faire quelque chose pour lui rendre hommage. Avec des camarades, on réalise un film. La casquette de réalisateur vient. Et ensuite, quand tu fais un film, tu veux qu'il soit diffusé. Il est censuré, il n'est pas diffusé. Tu fais la réflexion parce que tu ne pèses pas les bras et tu crées le festival Ciné Droit Libre. Il y a une autre casquette qui vient s'ajouter. Donc c'est tout un parcours. Ce n'est pas juste une volonté de rechercher à être partout. Mais pour moi, il y a un fil rouge qui fait que tout ça s'imbrique et tout ça va dans le même sens de ma vision des choses. Cette vision qui m'a été enseignée par mon père, qui est un peu le fondement du Poulakou, qui dit que c'est ta capacité à rendre les autres meilleurs qui fait de toi un homme. Donc tout ça, toutes ces casquettes au finish, bon, c'est pour essayer de rendre les autres meilleurs. C'est tout. Rendre les autres meilleurs. Juge Vara, vous avez une autre question de généralité? Non. Et on va rentrer dans le plein du sujet parce que c'est le 7 février aujourd'hui. Il est décédé le 7 février 1986. Aujourd'hui, ça le fait donc 37 ans que Cheikh Anta Diop s'en est allé. L'homme a disparu, mais reste très présent dans les cœurs et les esprits, tant ses travaux font référence. En ce jour souvenir, que peut-on retenir de cet homme? La génération qui porte son nom et qui se bat depuis 30 ans maintenant pour vulgariser sa pensée nous en dit un peu plus. Il est historien, anthropologue, il est homme politique aussi, sénégalais du XXe siècle. Cheikh Anta Diop s'était investi pour l'émancipation des pays africains et pour leur indépendance, mais il était favorable à la création d'un État fédéral en Afrique et était aussi un fervent défenseur du panafricanisme, n'est-ce pas, Abdoulaye Diallo? Absolument. On peut dire que c'est le cheval de bataille de Cheikh Anta Diop. En fait, toute l'œuvre de Diop, c'est un peu ça. D'abord, pour lui, c'est important pour un peuple de connaître son histoire. En étudiant l'histoire de l'Occident, on a appris le Moyen-Âge et on a la Renaissance. Et tout le monde a appris que la Renaissance,
c'est la redécouverte de l'Antiquité gréco-romaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Occidentaux étaient coincés dans leur système. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans leur histoire, ils retournent dans l'Antiquité gréco-romaine pour rechercher les ressources nécessaires pour renaître. Et c'est là qu'on assiste à la Renaissance, qui coïncide en même temps avec une époque d'expansion et tout ça de l'Occident. Et Cheikh Anta Diop dit oui, c'est normal, c'est la vie de tout un peuple. Et que normalement, l'Afrique aussi peut faire la même chose. Et dans ses recherches, donc, il tombe sur l'Égypte pharaonique. Il découvre que l'Égypte pharaonique, dont on parle tant, qui a été nourricière de toutes les civilisations humaines, mais est une civilisation nègre, africaine. Et donc, il s'intéresse à la question, il fait beaucoup de travaux sur la question, et il demande de manière scientifique que les anciens Égyptiens, donc ceux qui ont créé la civilisation humaine, sont des nègres. Et donc du coup ça crée un problème, parce que c'est ces mêmes nègres qui étaient sous la colonisation, qui ont été esclavagisés. On découvre que c'est eux qui sont mères de la civilisation. C'est-à-dire que, quelle soit la religion, la philosophie, les mathématiques, tout ça est une création des Africains. On découvre que, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une civilisation de l'oralité, mais l'Afrique a écrit, puisque les hiéroglyphes existent. Et ces écritures ont été... Donc, ça fait un choc, évidemment, mais il continue son travail, mais il démontre que tout ça doit être au service d'un projet fédéral. Et il milite très tôt dans la FEANF et dans le RDA. Et au moment où on parle de l'indépendance, Cheikh Anta Diop fait partie de ceux, les radicaux, qui étaient pour l'indépendance immédiate, totale. Pendant qu'il y avait un courant qui disait non, on n'est pas encore bien assis, on ne connaît pas notre histoire, on n'a pas de civilisation, il faut qu'on soit dans une collaboration avec la métropole et ne pas prendre l'indépendance tout de suite. Mais Diop fait partie de ceux qui disent il faut l'indépendance tout de suite. Mais pas que ça. Il faut réaliser le destin, il faut faire basculer le continent sur son destin fédéral. Il était très clair pour lui. Ne jamais garder les États africains dans les frontières héritées de la colonisation. C'est la pire erreur que les dirigeants auraient fait à l'époque. Malheureusement, il n'a pas été suivi. Les dirigeants qui l'ont suivi, c'est un peu les Kwame Nkrumah, qui ont martelé, qui ont voulu que, à la création de l'OUA, on crée plutôt l'État, les États-Unis d'Afrique, avec de nouvelles frontières. Et donc bâti, puisqu'on venait de sortir de la colonisation, tout était à reconstruire. Mieux vaut construire un grand ensemble que de répartir. Mais évidemment, le colon a fait son travail. Et la plus grosse erreur a été commise, puisque l'acte fondateur de l'OUA, c'était le respect des frontières héritées de la colonisation. Voilà où Cheikh Anta Diop a eu raison, sur tout le monde, Cheikh Anta Diop et tous les Nkrumah, qui dit, et il avait prédit cela, si on reste dans ces frontières héritées de la colonisation, la balkanisation, voire la sud-américanisation nous guette, où on va avoir des États nés qui ne seront pas capables d'assurer leur sécurité, leur développement, et qui vont être à la merci de coups d'État, de dictatures, où une simple ambassade occidentale peut fomenter un coup d'État s'il veut. Cheikh Anta Diop l'avait dit déjà depuis 1954. On peut donc dire qu'il a eu tort, tort d'avoir eu raison trop tôt. Alors Bernard Bougma, sur la sécurité justement, il était un visionnaire, Cheikh Anta Diop. Voilà justement, mais effectivement c'est parce que ce qu'il avait dit d'ailleurs participe aussi de la sécurisation. Dès lors que vous êtes balkanisé, vous êtes tout petit comme il a dit. Des États nés. Voilà, des États nés. Vous êtes même déjà en insécurité. Ça c'est déjà. Et ensuite, il y a la connexion avec, par exemple, vous prenez, il y a des frontières, quand vous arrivez, c'est la même. On a reçu un jeune qui est dans l'univers des ONG. Il dit, par exemple, dans la zone de Orodara, il y a un petit conflit entre ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, qui sont du Mali, et ceux qui sont de l'autre frontière, du côté du Burkina Faso, parce qu'ils adorent les mêmes fétiches. Voilà. Quand ceux-là veulent venir, les gars disent non, c'est chez nous. Alors que bon, c'est les mêmes peuples avec la même connexion religieuse, la même connexion spirituelle. Donc effectivement, ça crée beaucoup d'autres problèmes. Mais aujourd'hui, sur les questions sécuritaires, en quoi est-ce que sa pensée pouvait permettre de régler un certain nombre de choses, en dehors de la balkanisation et de ce qui a été dit? Mais c'est pas en dehors, c'est ça. C'est quand vous êtes balkanisé, c'est fini, vous ne pouvez jamais régler vos questions sécuritaires. Donc il avait dit, il avait martelé, la sécurité précède le développement. Il avait dit aussi que l'unité politique précède l'union économique et tout ça.
les questions de monnaie, tout ça participe à la sécurité d'un État. Et il avait dit clairement, il faut pencher, basculer sur le destin fédéral, sinon on aura tout. Et pour lui, la sécurité, c'est d'abord la sécurité. Et la sécurité commence par quoi? Mais par des ensembles. À défaut de faire l'État fédéral, mais au moins qu'on puisse imiter au moins l'Occident qui avait l'AOF pour nous exploiter. Ils ne nous ont pas exploités individuellement, ils ont créé un ensemble de l'Afrique de l'Ouest pour nous exploiter. Mais soyons au moins intelligents pour dire, à défaut de faire l'union, certains ont dit, bon, après on a échoué, on a raté le tournoi historique des années 60 pour faire. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même faire l'unité des grands ensembles? Peut-être l'Afrique en 3-4 grands ensembles et ensuite voir comment ces grands ensembles peuvent après faire l'union. Mais sur ces questions, il a dit aussi, c'est d'abord l'unité politique, l'intégration politique qui doit précéder les questions économiques. Les questions économiques sont gérées dès que vous êtes unis politiquement, dès que vous savez que c'est un ensemble, la CEDEAO est un ensemble politique qui a peut-être la même diplomatie, la même défense. Donc ces questions doivent être gérées au niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali ou le Niger seraient dans des problèmes si l'armée qu'on avait était une armée ouest-africaine? C'était l'armée de la CEDEAO, c'était l'armée de l'État fédéral. Ce n'est pas 10-15 000 combattants qui vont nous créer des problèmes. Mais comme tout est morcelé, chacun est resté dans la frontière coloniale, voilà pourquoi on a des problèmes. On est tous sous-équipés. Mais si vous prenez même les 3 pays, Burkina, Mali, Niger, franchement, si ces 3 pays se mettent sincèrement ensemble, vous pensez qu'ils ne peuvent pas venir à bout de ce phénomène-là? Mais regardez, observez même entre ces 3 pays. Il y a quelle convergence? Toujours il faut un tuteur. Toujours. Quand ce n'est pas un tuteur occidental, c'est un tuteur russe. Mais on va où avec ça? Non, le minimum, l'intelligence basique voudrait que quand même les dirigeants de ces 3 pays, les peuples de ces 3 pays s'asseyent. On a le même problème. Une fois que ces 3-là se comprennent sur comment régler ce problème, vous pensez que les autres ne vont pas suivre? Vous pensez que le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire vont rester les bras croisés? Non. Parce qu'en ce moment, c'est les 3 pays qui vous disent, vous avez intérêt à nous soutenir. On n'a pas besoin forcément d'acheter des hélicos. Vous en avez qui sont posés, qui ne volent pas. Nous, on est organisés, on a telle stratégie, mais nous, on a besoin de vos hélicos et de vos avions. Alors, parce que si on règle le problème ici, on vous évite, vous, demain, d'avoir des problèmes. Vous pensez que... Mais avez-vous déjà entendu une réflexion unitaire de cette manière-là? C'est à ça que Cheikh Anta Diop nous invite. Oui, mais pour ne pas vous interrompre, il y a eu cette idée de fédération au début. C'est vrai que ça a été sauté, puis le Conseil de l'Entente a vu le jour. On sait quelles sont les conditions de la naissance d'ailleurs de ce Conseil de l'Entente. Que ça, c'était des trucs de substitution. Voilà, de 5 pays. Quand Alassane est arrivé au pouvoir, il a d'ailleurs ressuscité ce Conseil de l'Entente. Je me rappelle du titre de l'Observateur Palaga en son temps, qui a titré « À quoi sert encore ce machin ?» C'était la question que l'Obs s'était posée. Mais aujourd'hui, on a un premier ministre burkinabé qui parle de fédération. Est-ce que c'est dans la même vision, dans le même carcan de regard? Je ne l'ai pas entendu, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas de quelle fédération lui parle, mais moi je dis l'intelligence basique voudrait déjà que ces 3 pays-là, on trouve les moyens diplomatiques de parler de la même voix. Aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à être discordant avec le Niger, on n'a aucun intérêt à être discordant avec le Mali. Et ça ne doit pas se faire sous la tutelle d'un quelconque parrain. Non. Nous, comme ça, toi Malien, toi Nigérien, moi Burkinabé, voilà un problème qu'on a à nos 3 frontières qui nous embêtent tous. On se met comment pour régler le problème? Avec sincérité, sans mettre des artifices, mettre les intelligences ensemble. Qu'est-ce que nous on a comme intelligence stratégique qui réfléchissent à la question? Qu'est-ce que le Niger a? Qui est plus avancé que l'autre? Qu'est-ce que le Mali a? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que s'il y a une attaque au nord Mali quelque part, peut-être c'est plus facile aux Nigériens d'intervenir ou aux Burkinabés que les Maliens? Qu'on mette toutes ces stratégies-là ensemble. Comment on fait même le travail aussi de récupérer toutes nos populations qu'on est en train de perdre à cause de l'absence de l'État? Est-ce que ça peut être une stratégie de dire on commence d'abord tous dans un pays, on règle, comme ça devient un sanctuaire qu'on peut utiliser
pour ensuite aller. Toutes ces stratégies, il faut qu'on les réfléchisse. Mais on a l'obligation, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés ont l'obligation de se voir presque tous les jours pour ça. Ils doivent faire des réunions presque quotidiennes pour ça. Pourquoi ça ne se fait pas? Alors, il doit faire des réunions presque quotidiennes pour cela et organiser le droit de poursuite, c'est ce que vous dites. Oui, Geoffroy Vara. Oui. Et quand on parle de Cheikh Anta Diop, on connaît ses travaux, hein, depuis sa thèse à Sorbonne qui a vraiment, on va dire, secoué l'intelligence européenne. Polémique aussi. Évidemment, parce que ses travaux sont centrés sur l'Afrique et puis il va en opposition à l'eurocentrisme qu'on avait en son temps et puis une certaine vision africaniste et tout. Mais pourquoi est-ce que Cheikh Anta Diop, au fond, n'est pas si enseigné chez nous? Vous prenez le cas même du Sénégal d'où il vient. C'est pas forcément l'homme le plus connu, hein, dans la génération actuelle. Vous regardez aussi dans les curricula, il n'est pas forcément intégré dans l'enseignement. Alors que tous ces travaux, c'était de dire que la civilisation première, elle est africaine et qu'on est mère de tout. Et que si aujourd'hui les Européens se gargarisent de ceci ou de cela, qu'ils sachent qu'il y a beaucoup qui sont venus chercher chez nous et il faut qu'ils le reconnaissent. Mais il n'est pas enseigné. Contester en Europe, à la Sorbonne où il est allé faire sa thèse, mais un peu contester même aussi sur le continent. Contester sur le Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le flux de l'aliénation. C'est ça qu'on appelle l'aliénation. C'est ce que Alpha Blondy appelle épistémicide. Je ne sais pas si vous avez écouté la chanson d'Alpha Blondy où il commence avec Cheikh Anta Diop. Quand Cheikh Anta Diop dit que l'intelligentsia africaine, c'est un peu comme l'esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au bas de la porte et revient à la maison parce qu'il ne sait pas où aller. Depuis le temps qu'il a perdu, il a acquis des réflexes de subordination. Depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est la même chose que Cheikh Anta Diop dit. C'est ce qui est arrivé. Il faut s'émanciper de ça. Donc c'est normal, il y a eu des gens qui ont combattu effectivement Cheikh Anta Diop. Mais les idées, la science, ça triomphe toujours. Aujourd'hui, les idées de Cheikh Anta Diop sont présentes. Maintenant, c'est la volonté politique qui manque. Mais c'est vrai qu'il y a des officines qui travaillent à ce que cette œuvre ne soit pas connue. Sinon, des États intelligents devraient normalement enseigner Cheikh Anta Diop à l'école, systématiquement. Si on veut créer le changement, créer le développement, atteindre vraiment des niveaux, il faut enseigner Cheikh Anta Diop dans nos curricula. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a très peu de travaux, même nos étudiants, mais à l'université Cheikh Anta Diop, ça me fait rire. Je me suis amusé à faire un sondage. Tu es étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. Il dit, qui est Cheikh Anta Diop? Hein? Il te répond, voilà quoi que... Je dis, oui, tu es étudiant à l'université Cheikh. Pareil à l'université Kizerbo. Qui est Kizerbo? Tu as plein d'étudiants qui ne savent pas qui est Kizerbo. Notre système éducatif est malade, évidemment. C'est pour ça que nous pensons, est-ce que nous avons dit en introduction de notre déclaration, des savants comme Cheikh Anta Diop doivent être enseignés, diffusés, partout, depuis l'école primaire s'il le faut. Parce que, qu'est-ce que ça amène? Ça amène l'expérience des gens comme nous. Moi, je ne sais pas quel chemin j'allais prendre si je n'avais pas croisé Cheikh Anta Diop. Les Imhotep, qui est burkinabé, qui a gagné 5 brevets. Il a gagné la médaille d'or africaine de l'invention. Mais c'est parti du fait qu'on lui a démontré que Cheikh Anta Diop est savant. Et que lui-même a pris conscience qu'un Africain étant savant, donc lui, il peut être aussi créateur. Il a commencé à créer, il y a 5 brevets. Il est au Burkina ici. Hein. C'est vrai qu'il n'y a eu personne pour développer ses inventions. Mais je suis d'accord, mais ça c'est un travail que nous devons faire, il est important. On nous a fait détester les mathématiques. Or, tout est dans les mathématiques. L'Afrique a créé les mathématiques. L'Afrique a une manière... L'Afrique a sauvé l'informatique. Le binaire, ça vient de l'Afrique. Mais pourquoi on ne veut pas enseigner ça à nos enfants? L'Afrique a une manière de faire les mathématiques terrible. Si on vous montre comment les Africains font division, soustraction, multiplication, tu vas oublier ce que tu fais maintenant. Tu ne vas pas faire les je retiens là. Je retiens, c'est du brouillon. Ce n'est pas mathématique. Va voir comment les Africains font les maths. C'est précis. Ça ne rigole pas. Mais on ne connaît pas tout ça. On n'enseigne pas tout ça. Or, on nous fait détester même les mathématiques. On nous fait détester, nous, les mathématiques, mais surtout les femmes. Toutes nos sœurs, série A, il ne faut pas faire mathématiques. Or, tout est mathématique. Les solutions à notre vie
toutes ces solutions sont mathématiques. Donc normalement, et c'est ça que l'œuvre de Cheikh Anta Diop nous dit. Non, est-ce que ça aussi, c'est pas l'influence du penchant de l'homme Cheikh Anta Diop? Parce qu'à 22 ans, l'homme, il parvient à avoir le baccalauréat 2. Oui, il a deux bacs. Un bac en mathématiques. Oui, mais c'est sa vie que nous servit. Peut-être c'est parce qu'il était à l'aise avec les mathématiques, oui, et aussi avec les philosophies, puis qu'il a 2 bacs, un bac en mathématiques, un bac en philosophie, et puis après il va à Sorbonne. C'est pas ça qui vous influence? Non, c'est pas ça. Non, ce que je dis, c'est que ma pratique de l'œuvre me fait découvrir que les mathématiques sont centrales au niveau de la vie des êtres humains. Vous savez que les mathématiques sont nées de la nature, de l'observation de la nature. C'est pour ça que ce sont les Africains qui ont créé les mathématiques. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, mais vous, tout ce qu'on fait, le son qui sort, tout, c'est mathématique. La lumière, tout ça, c'est mathématique. L'informatique, c'est mathématique. Aujourd'hui, le numérique qui nous domine, c'est mathématique. Vous pensez qu'on peut prendre le luxe de s'exclure de ce domaine en détestant les mathématiques? C'est faux. Normalement, un vrai programme d'enseignement centré sur notre histoire, centré sur les enseignements de Cheikh Anta Diop, devait nous amener à mettre les mathématiques au centre de tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est révolutionnaire. Donc, il faut le faire. Optimiser et valoriser les savoirs endogènes, ce qui ne se fait pas actuellement. Mais comment on y arrive alors? Le sable de Gouroumatia, tout le monde en parle comme ça, mais est-ce que les gens savent que c'est mathématique? Les gens savent que c'est du binaire. Le sable de Gouroumatia qui tape là, c'est binaire. C'est des mathématiques. Et ça, si on ne décloisonne pas, si on ne change pas le paradigme qui nous permet de regarder les choses différemment, on ne va pas s'en sortir. Si je sais pas si le temps permet, je vais vous citer un exemple avec ce qu'on a fait avec professeur Nakoulma, Odile, la biochimiste, qui, elle, nous a avoué que quand elle a changé de paradigme, elle a décidé de regarder les tradipraticiens là d'un autre œil, de ne plus croire que c'est du fétichisme, de ne plus croire que c'est ceci, et de dire peut-être c'est la science. Comme moi je suis scientifique, mais je travaille avec eux et j'essaie de vérifier ce qu'ils font. Et donc elle s'approche, je donne juste 2 exemples. Le féticheur, pour dire que le lait maternel est mauvais, il recueille le lait et il met une fourmi dans le lait. Et quand la fourmi se noie, ton lait n'est pas bon. Et quand la fourmi flotte, le lait est bon. Tu as l'impression que c'est la magie. Elle dit, ok, je vais prélever ce lait-là et je vais aller faire des analyses biologiques. Et quand elle va, elle se rend compte, d'abord la fourmi se noie en fait, dans l'eau. Ce qui fait que la fourmi flotte dans l'autre lait qui est riche, c'est que le lait est riche en protéines et en acide de matière grasse. C'est la matière grasse qui fait flotter la fourmi. Et donc, elle voit, mais c'est scientifique. Elle fait d'autres exemples. On te dit, tel médicament, quand tu dois le prendre, personne ne doit te voir à l'aller comme au retour. Donc, tu es obligé d'aller vers 3 h du matin, 4 h avant que le myosine ne commence à appeler, quand les gens dorment. Mais en fait, elle s'est rendue compte en faisant la photosynthèse. Mais la plante, elle n'a pas la même substance à des périodes dans la journée et dans la nuit, c'est pas la même chose. Et en réalité, elle s'est rendue compte que c'est à partir de 3 h du matin qu'à cause de la photosynthèse, la plante va produire suffisamment de substances nécessaires à ta guérison. La même plante, tu vas prendre à midi, c'est un produit totalement différent. C'est-à-dire que c'est une composition totalement différente. Donc, elle s'est rendue compte, mais tiens, mais ces gens, c'est la science en fait. Mais comme on a un paradigme aliéné, on nous a guidés sur un mauvais chemin, on ne comprend pas. Et donc, c'est un changement de paradigme qu'il nous faut. Observer les choses différemment et à l'aune de notre histoire, de nos savoirs endogènes. C'est très important. Nos savoirs endogènes, changer de paradigme, il va falloir y aller, mais ça fait longtemps qu'on est resté dans l'élégance du discours et qu'on ne pratique pas tout ce qui se passe, tout ce qu'on devrait faire pour y aller. Bernard Bougma. Oui, je souris parce qu'effectivement, on est tous promoteurs soit de la culture judéo-chrétienne, soit de la culture arabo-musulmane. Quand on parle d'égyptologie, on parle d'autre chose, ça devient un problème. Je pense souvent à Serge Bayalé et à ses camarades qui présentent le calendrier africain. Et ils sont passés ici au niveau du tribunal de l'actualité. Il y a quelqu'un qui vient mettre en commentaire. Ces jeunes-là, je les prenais au sérieux. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Moi, je lui ai écrit, vous savez qu'il y a un calendrier chinois? Il dit oui.
Vous savez que le calendrier arabe, ce que les musulmans utilisent, c'est pas la même chose que le calendrier grégorien. Il dit oui. Mais pourquoi est-ce que vous voulez remettre en cause le calendrier africain? Ou bien c'est parce que c'est porté par des jeunes? Bon, on n'a pas pu avoir une réponse adéquate. J'ai dit, mais et si vous essayez de pousser loin vos recherches pour venir confirmer ou infirmer ce qu'ils disent? Parce que je pense que la tribune est tellement sérieuse que nous aussi, on ne peut pas risquer ce jeu-là. Voilà, donc il y a cette réalité effectivement qui est là. Mais en même temps, il y a un Burkinabé, égyptologue, certainement que vous connaissez, Yopore Kasome, qui a tapé à plusieurs fois la porte de l'université de Ouagadougou. Elles ne se sont pas ouvertes. On a tout fait pour ça. Voilà. Donc, à l'époque. Ah oui, il a tout fait. Il a même pris le risque de venir rester à Ouagadougou pendant longtemps en espérant que ça allait s'ouvrir. Et ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, vous savez où il est, Yoporeka? C'est le Kenya. Oui, tout à fait. C'est l'État kenyan qui le fait venir. Il ouvre une chaire d'études sur les civilisations africaines, l'histoire africaine. On dit, chef, on vous confie cette chaire-là développée, parce que nous on veut que les Kenyans connaissent notre histoire la plus longue et voir comment ils peuvent tirer les éléments pour développer le Kenya. Voilà le cahier de charges que Yopore Kasome, Burkinabé, a reçu au Kenya. Effectivement, c'est là où effectivement je voulais en venir. En dehors du Kenya, ce n'était que dans des universités européennes qui donnaient effectivement des cours sur cette civilisation. Alors que sur le plan administratif, il a fait ce qu'il pouvait en termes de documents et tout. Donc aujourd'hui, ce n'est pas que ces personnes n'existent pas, mais c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi lié à une question de volonté politique? Mais absolument, tout est dans la politique. Tout est question de volonté politique. Et à l'époque d'ailleurs, c'est ce qu'on disait toujours. On dit qu'il faut que nos dirigeants aussi apprennent à être un peu malins. C'est-à-dire que même si tu dépends d'un pays occidental, même si c'est des groupes financiers qui ont financé tes élections que tu es arrivé, toi aussi il faut avoir ton jardin secret. Il faut avoir un côté que l'autre ne doit pas savoir. Mais vous pouvez travailler avec des chercheurs, des savants africains qui peuvent sortir des choses. On peut encourager tous ces jeunes brillants à faire des carrières, revenir, changer les choses dans le pays. Mais il n'y a personne qui fait ça. Je me souviens qu'une des fois où nous, au niveau de la génération Cheikh Anta Diop, on a demandé à rencontrer Blaise Compaoré, c'était pour lui dire ça. Puisque nous, on était en 1996 à Dakar, et il a envoyé un message pour soutenir, c'était le 10e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Nous, on a saisi ça au bon, on dit, mais c'est bien de faire une déclaration d'un jeu politique pour dire oui, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, ceci, mais il y a la génération Cheikh Anta Diop ici. Nous, on a des idées. On veut que vous puissiez faire quelque chose à côté. Et à l'époque, il y avait tellement de jeunes savants burkinabés qui gravitaient autour de nous. Mais des gens, les Dango, Mamadou Dango, tout ça, voilà, gravitaient autour de nous. Mais il y a des gens, il y a un jeune d'ailleurs, il a disparu. Bernard, moi je te dis, tu fais n'importe quelle opération. Tu dis 1,598 multiplié par 5,767. Quand tu finis, il a 30 secondes pour te donner le résultat. Tu vérifies, c'est vrai. On a connu des gens comme ça, qui avaient conçu aussi un calendrier millénaire. Mais tous ces gens ont dit, il faut que l'État les accompagne. Pour la plupart, ils ont fini marginaux, disparus, on ne sait même pas ce qu'ils deviennent. Mais il faut au moins développer ça. Je pense qu'il faut qu'on ait cette... Donc c'est une question de volonté politique. Est-ce que vous avez été reçu? Non, pas du tout. Jamais, on n'a jamais été reçu. On n'a jamais franchi le premier palier même pour être reçu. Non. Malheureusement, notre système politique est contrôlé de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est presque tous ceux qui viennent à la tête des États, ils n'ont pas cette lumineuse, cette intelligence que par exemple avec Séné Kounché à l'époque. Vous savez que Séné Kounché a invité Cheikh Anta Diop en 1985. Il a ouvert la télé, il a dit mais il faut éduquer mon peuple. Et il avait tout un programme après le passage de Cheikh Anta Diop pour intégrer l'enseignement de Cheikh Anta Diop dans l'école nigérienne. Malheureusement, lui aussi n'a pas resté longtemps et donc ce projet n'a pas pu avancer. Mais aujourd'hui c'est révolutionnaire, c'est ceux qui vont se permettre de faire ce pas. Il y a beaucoup de procès d'intention qu'on fait aux gens quand on parle de calendrier. Mais le calendrier, c'est la matrice de ton destin. Tu imagines, tu évolues sur le calendrier de quelqu'un qui est un brouillon. On n'a qu'à se dire la vérité. Le calendrier grégorien, c'est un brouillon comparé au calendrier africain. Comment on peut faire des trucs un quart non. Il n'y a pas de un quart. Le cycle est cycle. Point. Et les Égyptiens, c'était clair.
Il n'y a pas un mois de 7 jours, et ensuite il y a 2 jours qui flottent. Non. Un mois, c'est 30 jours, c'est 10 jours de semaine. 10 par 3, ça fait 30. L'année, c'est 12 mois. 30 fois 12, ça fait 360. Et on a les 5 jours épagomènes qui sont consacrés aux 5 dieux qu'on complète pour faire l'année. Et on attend 1460 ans pour ajouter une année, qui correspond aussi à un cycle, le lever héliaque. Mais c'est de la science pure. Et tous les autres calendriers se sont inspirés de ce calendrier. Qu'est-ce que nous, on a à être gênés de reprendre l'invention de nos ancêtres, qui est en plus la plus scientifique? Qui est la plus scientifique, je ne l'ai pas, mea culpa, je n'ai pas souvent rappelé à nos auditeurs qui nous suivent et qui ne nous regardent donc pas que notre invité du jour, notre convoqué du jour s'appelle Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo est secrétaire général de Génération Cheikh Anta Diop. Il est dans son sujet, il est très passionné par ce sujet. Et on va recentrer le débat sur l'actualité burkinabé avec Geoffroy Vara, puisque dans la déclaration que vous avez produite à l'occasion de ce 7 février, qui est, rappelons-le, la date anniversaire du décès de Cheikh Anta Diop, la solidarité et l'entraide, je vous cite, la tolérance et le pardon sont des valeurs cardinales de notre culture, mais la crise actuelle montre à suffisance que nous les avons perdues. Nous avons donc dans l'équation de la crise sécuritaire une crise du nous, dites-vous, une crise liée à la déperdition de nos valeurs. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Oui, Geoffroy Vara. Oui, vous êtes venu dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. La question du vivre ensemble, tout le monde le constate. On a eu des vidéos, on a eu des communiqués pour dire aux gens apaiser, parce que ça commençait à devenir un peu trop tendu. Et on a même quelqu'un comme le Moro Naba qui était pris à partie. On avait beaucoup d'autres, même sur le plan religieux, certains qui étaient pris à partie, et je ne parle même pas de certaines communautés et tout. Ça, c'est la réalité burkinabé. Mais comment est-ce que la vision et l'approche de Cheikh Anta Diop, même s'il avait travaillé sur les relations même entre les ethnies que nous avons en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que ça peut apporter dans ce vivre ensemble, dans ce contexte dans lequel nous sommes? Un des points clés du travail de Cheikh Anta Diop, ce qu'il appelle la restauration de la conscience historique, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un amalgame d'individus sans lien. C'est la conscience historique qui vous permet d'être des peuples et donc qui sachez comment les choses se sont construites. Donc l'histoire est importante à rappeler aujourd'hui. On doit rééduquer notre peuple sur certains faits historiques, des liens, des valeurs, de la marque qui a été diffusée tout au long de la longue histoire de l'Afrique. L'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'égale dignité entre les peuples. C'est important qu'on ramène au goût du jour cette éducation. Regardez, observez ce qui s'est passé à Yirgou en 2019. Des forgerons vont attaquer des peuls. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible que des parents en plaisanterie s'entretuent. Ça ne se fait pas. Forbidden, complètement interdit. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire que tout ça arrive. Les questions d'hospitalité, aujourd'hui, quelle que soit la pression, c'est une valeur cardinale de l'Afrique. Comment quelqu'un fuit une zone parce qu'il y a l'insécurité? Ah non, il commence à nous envahir. Non. C'est parce qu'il y a perte de valeur. Sinon, normalement, on connaît. On s'oublie. Et on accueille celui qui est en difficulté qui vient. Mais de plus en plus, combien de conflits on n'a pas documenté sur des populations hautes qui rejettent certains déplacés internes. C'est la perte de valeur. C'est la méconnaissance de l'histoire qui amène tout ça. Aujourd'hui, vous suivez des vocaux de gens qui appellent à l'extermination de certaines communautés, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Il faut qu'on réenseigne, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Je prends aujourd'hui deux peuples comme le peuple Mouaga et Peul. Mais demandez, questionnez tous les historiens. Les liens séculaires qu'il y a entre ces deux peuples, c'est terrible. Vous savez que dans l'histoire du Moro, un Peul a été Moro Naba pendant 7 ans. Vous croyez que c'est juste de l'amusement? Il n'a pas fait la guerre pour venir de Moro Naba. Hein?
Et il n'est pas venu faire la guerre, battre les Mossi. Non. C'est le choix délibéré de Mossi de dire c'est cette personne dans le collège des sages qui était à même de tenir le royaume le temps que le royaume s'organise. Vous croyez que ça se fait au hasard? C'est parce qu'il y a des liens séculaires très forts. Moi, une fois, parce que je fréquentais beaucoup le palais de Moro Naba, il y avait une cérémonie où j'arrive, on interdit à tout le monde de passer, et moi on me dit, ah, comme toi tu peux là, tu peux passer. Mais moi ça m'a intrigué, je veux dire, c'est pas banal, hein. Pour moi c'est les renseignes sur les liens que ce peuple avait, les codes. Et si le royaume aussi ont pu durer autant, il faut le dire, il faut chercher aussi la qualité dans cette organisation, c'est parce que donne la place à tout le monde. Tout le monde a la parole, tout le monde a la place. On est en train de perdre ça. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est ce qu'on a dit dans notre déclaration. C'est important de revenir aux fondamentaux pour comprendre que les peuples ne sont pas opposés. Les peuples, nos ancêtres ont été plus malins que nous, plus intelligents que nous. Ils savent que le conflit existe toujours entre les communautés. C'est l'histoire. Et ils ont créé des codes pour éviter les conflits. Et que le conflit soit seulement verbal. Que Bernard Bouma et moi, on s'insulte seulement. Notre guerre là, c'est une guerre verbale. Mais elle ne dépasse pas ça. Ils ont fait ces codes-là. Nous, qu'est-ce que nous on a inventé? On n'est pas capable d'être plus intelligents que nos ancêtres. Eux qui ont trouvé des mécanismes pour vivre ensemble, pour régler leurs problèmes. Nous, aujourd'hui, c'est chacun se lève, vidéo, machin, appeler ceci. C'est la honte. On est la honte de nos parents. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire comme nos ancêtres qui savaient vivre ensemble, qui ont trouvé le code pour être ensemble. Nous, on n'a qu'un langage, c'est se rentrer dedans. C'est une honte. Et c'est pour ça que nous, et c'est ça que Cheikh Anta Diop nous enseigne, il faut repartir à notre histoire. Il faut savoir comment le peuple, les codes qu'ils ont trouvés pour vivre ensemble, et ramener ça. Et même nous, on a l'obligation de faire mieux. C'est-à-dire qu'à partir de ce que nos ancêtres faisaient, aujourd'hui, par rapport au contexte, nous, on doit inventer encore des mécanismes beaucoup plus innovants pour vivre ensemble. Aujourd'hui, on a des outils que nos ancêtres n'avaient pas. Aujourd'hui, je peux communiquer avec n'importe qui, n'importe où il est. Ces outils-là, on doit les utiliser, c'est l'innovation, pour renforcer notre vie ensemble. Au lieu de ça, on descend dans la sauvagerie, dans la barbarie. Et ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faudrait arrêter, parce que Cheikh Anta Diop nous l'a enseigné, une connaissance profonde de notre patrimoine culturel qui nous donnerait cette connaissance de les meilleures clés de lecture et des enjeux du moment et de ceux à venir. C'est pourquoi il faut célébrer le professeur Cheikh Anta Diop. C'est une occasion de rappeler l'urgence majeure pour nos pays de revenir à nos fondamentaux. Je dirais également célébrer le professeur Joseph Kizerbo, c'est également revenir à nos fondamentaux. Il faudrait que nous célébrions également Thomas Sankara, c'est revenir à nos fondamentaux. Il faudrait que nous célébrions tous les grands hommes de l'histoire africaine, que nous revenions à nos fondamentaux et que nous mettions en exergue les savoirs endogènes. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité, cette audience du tribunal de l'actualité qui a évoqué la vision de Cheikh Anta Diop, une minute, la vision de Cheikh Anta Diop sur les questions de sécurité en Afrique. Avec vous, Abdoulaye Diallo, vous n'avez visiblement pas fini. Vous êtes le secrétaire général de la génération Cheikh Anta Diop. 30 secondes. Juste pour inviter tous ceux qui nous suivent à une conférence justement sur la question, la problématique de la sécurité vue à l'aune de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, le vendredi 17 février à 16h à l'amphi A600 de l'Université de Ouagadougou. Cette conférence va être animée par le professeur Mahamadé Sawadogo et le professeur Abdul Karim Saïdou à l'Université de Ouagadougou. Donc il faut être là à l'université de Ouagadougou pour écouter cette conférence et en apprendre en tout cas sur comment on gère et comment on se sort de cette situation. Merci aux juges qui étaient là aujourd'hui. Bernard Bougman, merci. Merci à Geoffroy Vara et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV pour votre fidélité et pour votre attention. Et notez bien que je voudrais, n'a jamais rien fait, j'essayerai à faire de grandes choses, mais je veux a fait des miracles. Soyons des partisans du je veux en attendant la nouvelle audience du tribunal de l'actualité. C'est demain, mêmes heures, mêmes audiences, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.